on va commencer. Alors, je déteste les conférences qui se terminent à 18h. Je teste aussi les salles vides. Bon, voilà. En tout cas, merci d'être venu. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est fatigué, du coup, j'ai deux nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier talk de la journée. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vous achever. Vous serez morts après ça. On a 92 slides sur mobilité, machine learning, deep learning. Vous êtes morts, les gars. Enfin, c'était le mauvais slot pour venir. Il y a l'apéro, c'est vachement plus intéressant. Allez-y tout de suite, parce que si vous allez pendant la moitié de la conférence, je vais me vexer. Bref, on peut commencer sérieusement là. Du coup, alors, la nouvelle que j'ai, c'est qu'on va commencer par une démo. Et si cette démo échoue, on va arrêter de faire des conférences. Et du coup, on va passer à l'apéro direct. Mais le problème, c'est que ça va marcher. Alors, cette démo, voici. Alors, Pierre, t'es trop beau. Voilà, ça c'est normal, parce que on peut arrêter de monter. Et voilà, et la démo qui marche. Ok, ça a marché. Il y a même, des personnes qui sont apparues qui n'étaient pas là. Voilà, Pierre est là. Super. Du coup, désolé pour vous, je compte ça comme un succès, du coup, on va continuer le talk. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu un système assez complexe qui est composé de plusieurs parties, un système qui nous permet de partir d'une image qu'on affiche sur l'écran et d'arriver jusqu'à un indicateur affiché sur l'écran de mon téléphone. Le système est divisé en trois parties. Une première partie dans laquelle on a une image, on trouve un visage, n'importe lequel, dans cette image. On le redécoupe et ensuite, dans ces visages, on cherche de reconnaître des personnes qu'on connaît, qui sont dans une base locale du téléphone. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu la personne comme Pierre, on affiche un indicateur en réalité augmentée qui permet de dire que voilà, voici Pierre ou Sylvain. Bref. En tout cas, tous ces éléments-là marchent grâce à, bien sûr, du machine learning. Et pourquoi on devrait faire du machine learning aujourd'hui? Déjà, pourquoi j'aurais dû mettre de l'asset voice? Je n'ai aucune idée, mais je suis vieux. Alors, la première raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que je suis un développeur mobile. Désolé, du coup, je fais des choses pour m'éclater au-delà de mon projet, et je fais des choses que je ne fais pas habituellement. Mais sinon, plus sérieusement, pourquoi on devrait faire ça? Déjà parce que si on fait tourner de la reconnaissance sur notre téléphone avec du machine learning embarqué, c'est offline. Du coup, ça marche en toutes conditions du réseau. Et surtout, c'est performant, parce qu'on ne doit pas attendre la réponse d'un serveur. On ne doit pas envoyer des images à un serveur, attendre sa réponse. Et on peut bénéficier de toute la puissance en local de nos téléphones. Et puis, bien sûr, ce sujet qui est très important aujourd'hui, c'est la privacy. Du coup, les données restent chez nous. On ne les communique pas à Amazon, on ne les communique pas à Google. Et voilà, du coup, personne ne pourrait savoir que Pierre est ici avec nous, même si vous pouvez tweeter, mais je ne vois pas l'intérêt. Le machine learning, ce n'est pas quelque chose de très récent sur mobile. En tout cas, ça date de quelques années. Si vous avez un iPhone, un iPod, un iPad, un macOS, peu importe, vous avez certainement un Siri sur votre terminal. Et dans ces terminals, vous aurez du coup quelque chose qui a été entraîné grâce à du machine learning. Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que finalement, on a la puissance nécessaire pour faire tourner des algorithmes qui sont même assez complexes. Et ça, c'est une puce, par exemple, de l'année dernière, le A11, qui contient un sous-système qui est dédié uniquement à l'exécution de ce type de modèles. Et aujourd'hui, on en parle encore beaucoup parce que on a les géants du domaine comme Android, comme Google plutôt, et Apple qui nous livrent des SDK pour améliorer l'expérience développeur et rendre plus simple la mise en place du ML côté mobile. Les deux solutions principales, c'est TensorFlow côté Google, en tout cas sur mobile, et CoreML côté Apple. TensorFlow, qui est une solution qui est utilisée par la plupart en tout cas par une grande partie des data scientists aujourd'hui, qui se décline pour mobile en TensorFlow Lite
et en MLKit, qui est une solution SaaS qui fait partie de la suite de Firebase. TensorFlow Lite permet aussi de faire de la reconnaissance sur le device directement, sans passer par le cloud. Côté CoreML, du coup, la solution de Apple qui marche sur iOS et sur macOS, tout est fait seulement et uniquement en local. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler forcément que du machine learning en général, mais on va se concentrer sur une partie réduite qui, en particulier, est le deep learning. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Pierre. Merci beaucoup, Simonet. Étant donné qu'on va continuer à parler de neurones et tout, je vais faire une petite parenthèse pour rentrer dans les détails et expliquer un peu comment fonctionne ce genre de système qu'on a utilisé, quel genre d'architecture on a implémenté. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'est le deep learning? Donc le deep learning, c'est un modèle pour faire des prédictions, pour traiter des données, qui constitue à faire des opérations simples sur de nombreuses couches qu'on empile, un peu à la manière du cerveau humain, avec des couches qu'on essaye de faire ressembler à des neurones, des activations, si jamais les signaux qui arrivent sont suffisamment forts. Et donc c'est un sous-domaine du machine learning. Pour réaliser cette tâche, là en l'occurrence pour la reconnaissance de visage, nous ce qu'on a utilisé, c'est des réseaux convolutifs. On a utilisé cette architecture de réseau-là, où vous avez à l'entrée un input, vous avez plusieurs couches qui s'enchaînent, donc c'est des convolutions avec les fonctions ReLU et les fameuses non-linéarités. Un peu de pooling pour permettre d'avoir une invariance à des légères translations. Et tout à la fin, la couche de classification, c'est celle qui va vous permettre, à partir des features qui sont extraites par le feature learning, de faire la décision. Plus concrètement, comment ça marche? Les premières couches, les couches convolutives, donc celles qui sont toutes proches de l'image, c'est celles qu'on va retrouver tout en bas. Donc dans cette slide-là, c'est celles qui sont tout à gauche. Vous allez avoir des couches qui vont capter ce qui correspond à des contours, des couleurs monochromes, des bords, des choses comme ça. Et les couches suivantes, par contre, elles vont agréger les informations. Donc on va avoir plusieurs contours qui vont permettre d'exprimer un angle, par exemple. Et au fur et à mesure, on va agréger des niveaux de détail de plus en plus macro. On va permettre d'avoir des représentations au niveau du réseau de neurones. Si on faisait la détection sur les visages, on aurait des morceaux de nez, des morceaux de yeux. Et puis, en les assemblant, on aurait des visages. Et de la même manière, pour des voitures, eh bien, on aurait des bouts de pare-chocs, des roues, etc. Comment on fait pour entraîner un tel réseau de neurones? Eh bien, d'abord, on a besoin de vraiment beaucoup de données. C'est une constante. On a besoin de montrer au réseau de neurones comment est fait le monde. Il faut lui donner un a priori sur comment ça fonctionne. On a besoin du réseau de neurones, donc on parle d'architecture de réseau, un réseau convolutif, et d'une machine très puissante pour entraîner ça. D'autant plus que le réseau est profond. Maintenant, faire le deep learning pour la reconnaissance de visage. En général, dans l'état de l'art, ce qu'on faisait, c'est chaque personne est une classe. À chaque fois qu'on rajoute une personne, du coup, comme c'est un problème de classification, on est obligé de réentraîner tout le réseau. Le problème que ça soulève, c'est que on a besoin déjà de beaucoup de données pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne. Et puis en plus, on a en général seulement une ou deux photos d'une personne qu'on souhaite reconnaître. C'est le problème du one-shot learning. Donc, on voudrait éviter de faire ça. Et nous, ce qu'on propose avec cette architecture, l'architecture qu'on a utilisée ici, c'est justement de réaliser cet exploit avec une seule photo. On va montrer un peu comment ça marche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise on va apprendre une fonction de similarité. Cette fonction de similarité, en fait, on va faire en sorte de représenter l'image comme un vecteur dans l'espace. Et pour voir la similarité entre deux images, on va simplement mesurer leur distance, la vraie distance euclidienne, la même que l'on a appris en troisième. Sauf que ce sera sur un vecteur de taille plus élevée. Et donc voilà comment ça marche. Si on veut comparer
Harrison Ford à Harrison Ford, eh bien, on va vouloir que cette distance soit vraiment petite. Et si on veut Harrison Ford contre Kurt Russell, merci. Eh bien, on va exiger de ce réseau que la distance soit plus grande. Comment on va l'entraîner alors? On va à nouveau utiliser ce même réseau. Donc nous, en l'occurrence, on a utilisé le réseau Inception pour l'entraîner. C'est un réseau que vous pouvez trouver en open source sur Internet. C'était un réseau entraîné à partir d'une très grande base de données sur des visages. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé cette dernière partie ici et on a réentraîné juste cette nouvelle partie de cette manière-là. Donc, on a placé 2 fois exactement la même copie du réseau, donc on a exactement le même poids. Et tout à la fin, donc ça s'appelle des réseaux siamois, on a fabriqué des vecteurs en sortie de manière à ce que si c'est la même personne, la distance est faible. Si c'est pas la même personne, la distance devienne grande. La manière de l'entraîner, donc, c'est ça, c'est de prendre un anchor, une encre, et de prendre la photo positive. Ce qu'on va vouloir exiger ici, c'est que cette distance, la distance entre l'encre et le négatif, soit beaucoup plus grande que la distance entre l'encre et le positif. On veut toujours les rapprocher de cette manière-là. Donc pour forcer un peu cette distance, on va mettre en plus une petite marge alpha parce que le réseau pourrait très bien tricher, en fait, il pourrait tout mettre à 0 et puis l'inégalité ici en haut fonctionnerait aussi. Donc ça permet de forcer un peu à avoir des grandes distances. Pour faire ça maintenant qu'on a nos réseaux siamois, on va l'entraîner sur une base de données de célébrités et on va à chaque fois l'entraîner selon ce processus. Donc on va lui passer 3 images et on va lui demander de séparer les distances. De cette manière-là, le réseau, ce qu'il va faire, c'est qu'il savait déjà ce qu'était un visage, il va apprendre, il savait ce qu'était un visage parce que c'était un réseau Inception qui était déjà entraîné, et il va apprendre simplement à construire une distance pour une image. Donc à construire un vecteur pour une image. Dessus, après, si on veut voir si c'est la même personne, on va voir si la personne est proche. En pratique, comment ça se passe? Donc, à partir du moment où CoreML nous a détecté qu'il y avait un visage dans l'image, nous, on passe cette information au réseau de neurones, et le réseau de neurones va fabriquer un vecteur, c'est le vecteur que vous voyez tout en haut à côté du visage de Bianca. On va comparer, on va regarder quel est le vecteur de la base de données le plus proche de ce vecteur capturé. Eh bien, on va trouver que c'est celui qui correspond au vecteur de Bianca. Voilà donc pour la parenthèse machine learning. Ouais. Du coup, effectivement, on va maintenant se concentrer sur les différentes couches, les différentes parties de cette implémentation-là. Il nous reste 25 minutes. Alors, du coup, on va commencer par Vision. Alors, Vision, c'est un framework que Apple met à disposition, et qui est un framework, bien sûr, qui est closed source, qui est propriétaire, mais qui contient des choses qui sont assez utiles et assez performantes. Ça permet de faire de la reconnaissance des visages, du coup, savoir qu'il y a un visage sur l'image et savoir où sont les yeux, par exemple, la bouche, le nez. Permet de faire de la détection de texte, de la détection de barcode et aussi d'utiliser des modèles ML custom comme le modèle qu'on a utilisé. Tout d'abord, on va rechercher du coup où le visage se situe dans une photo quelconque. Pour ce faire, c'est juste quelques lignes de code. Je vais aller vite. Voici en vrai toute la logique nécessaire pour trouver un visage sur l'image. C'est 6-7 lignes de code. C'est le framework qui fait le reste, bien sûr. Une fois qu'on a fait cette requête, le résultat, c'est un ensemble de résultats, d'éléments pour lesquels on peut avoir une confiance, du coup, savoir si le framework est sûr ou pas qu'il s'agit bien d'un visage. Et puis, la bounding box. La bounding box qui sont les coordonnées du coup, du rectangle du visage dans cette image. Du coup, une fois qu'on a ces coordonnées, on va rogner l'image, on va la contourner pour finalement passer seulement les visages, du coup sans le reste du corps, sans le fond, à la couche suivante, qui est une couche custom CoreML avec FaceNet, qui est l'algorithme dont Pierre a parlé. Pour ce faire, du coup, CoreML, comment ça marche? Il y a un fichier ML model et on le fait tourner dans le moteur CoreML qui est déjà sur nos téléphones depuis iOS 11. Déjà,
ce moteur-là utilise quoi? Il utilise la CPU ou la GPU. Alors, si vous avez été dans les slides de Johan de tout à l'heure, il expliquait assez bien. En tout cas, il faut savoir du coup que la CPU et la GPU peuvent faire des calculs, bien sûr, pour vous. La GPU, c'est un poil plus performant parce que c'est pensé pour des calculs matriciels utiles au monde de la 3D. Et du coup, ça s'applique bien à ce type de réseau convolutionnel. CoreML choisit pour vous si c'est la CPU ou la GPU qui va être utilisée pour chaque couche de votre réseau de neurones. Et aussi, la CPU, par contre, elle n'est pas aussi lente que ça parce qu'elle utilise les instructions SIMD, SIMD, qui sont des instructions pour les calculs vectoriels et qu'on peut utiliser grâce au framework Accelerate qui fait partie d'iOS également. Du coup, on a ces fichiers ML model qui est sur notre téléphone. Mais on a un souci. Pierre ne connaît pas ce fichier-là. En fait, il a bien autre chose à foutre. J'espère que c'est soucié d'un développeur iOS italien. Non, mais c'est vrai. Du coup, parce que Pierre, en fait, lui, dans sa vraie vie, il travaille avec d'autres outils comme Keras, comme TensorFlow, comme Scikit. Et ce fichier H5 que Pierre a généré pour moi, ça marche juste pas si je le mets sur le téléphone. Et du coup, il faut le transformer. Voilà, j'ai passé plus de temps sur ça que sur le reste. Du coup, pour le transformer, on fait quoi? On utilise un outil qui est open source, cette fois-ci d'Apple, qui permet de convertir du coup, des types de modèles comme Keras, TensorFlow ou d'autres en des modèles, vers des modèles ML modèles. Du coup, une fois qu'on l'a converti, finalement, on a notre fichier ML model et on peut finalement l'utiliser dans notre application. CoreML Tools, je vous disais, c'est open source, permet de faire de la conversion, bien sûr, et de la prédiction. On peut vérifier effectivement si la conversion a bien marché et du coup la faire tourner sur des données pour vérifier que tout marche correctement. Pour le faire tourner, voilà, quelques lignes de Python. En théorie, tout ça devrait juste marcher. Et c'est plus ou moins le cas. Du coup, on a en input un fichier H5, du coup le fichier de Keras, et en output un fichier ML model. Et une fois qu'on a ces fichiers-là, on le dépose dans Xcode. Xcode, il contient toute la logique pour générer du code qui va bien pour notre modèle. Il nous affiche des informations comme la taille, comme le type d'input et le type d'output auquel on s'attend. Et finalement, il ne nous reste plus qu'à utiliser ces modèles dans une application mobile. Et encore une fois, toujours pas très long, voilà quelques 5-6 lignes de code de Swift. Et on va prendre ces modèles-là avec FaceNet underscore Keras underscore weights CoreML. Ça, c'est une fonction qui a été générée par Xcode quand on a déposé le fichier ML model. Et puis, on exécute notre système, enfin notre modèle. Et la prédiction nous donne des résultats. Et voilà Pierre qui est assez content, quand même, content, voilà. Mais Pierre, il ne va pas être content très longtemps, parce que dans la vraie vie, tout ça, ça ne marche pas exactement comme on a vu là. Il y a eu au moins 3 éléments sur lesquels je vais insister un peu plus là, parce que c'est des problématiques qu'on a rencontrées en faisant tourner ces modèles dans notre application, du coup, dans la vraie vie. La première chose, c'est l'input. Généralement, dans l'informatique, ou en tout cas dans l'informatique visuelle, nos couleurs sont exprimées par des channels RGB qui vont entre 0 et 255. Sauf que le modèle de Pierre a été entraîné avec des valeurs de input qui sont comprises entre -1 et 1, pour voilà, se concentrer surtout sur la valeur moyenne et sur la distance entre les couleurs et la valeur moyenne. Du coup, on doit normaliser ces modèles avec quelques scaling d'images. Le scaling d'image, ce n'est pas un redimensionnement de l'image, mais c'est plutôt un scaling des inputs des channels des couleurs. Et on va ajouter un bias pour pour centrer sur 0. Vous aurez le code de toute façon sur GitHub. Et l'autre souci, c'est des couches custom. Alors, si vous avez écouté Pierre, il vous a parlé des couches de ce réseau. Et il y a des couches dans ce réseau qui sont standards, fournies par Keras, et des couches qui ne le sont pas, qui sont implémentées par le développeur qui a développé FaceNet. Du coup, des couches custom.
Et une des couches custom, surprenamment, c'est la couche de scaling, c'est la multiplication d'une valeur numérique par une constante. Et voilà, ça c'est une couche custom qui est implémentée en Python. Et du coup, quand on fait la traduction avec CoreML Tools entre un modèle Keras et un modèle CoreML, les couches standards elles sont tout simplement converties sans souci. Par contre, la couche custom, CoreML ne la connaît pas parce que non plus Keras ne la connaît pas. Et du coup, on doit la réimplémenter, par exemple, en Swift. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on ajoute encore plus de code pour paramétrer notre conversion, encore plus de code pour définir, pour rappeler à notre conversion qu'il y a une couche qui doit être gérée différemment des autres couches, avec du code custom. Et du coup, on l'implémente. Du coup, implémentation ensuite, du coup, qui est embarquée dans notre application, avec, vous voyez, c'est très beau, hein, avec deux boucles for et une belle multiplication, y égale x fois scale. Mais en faisant ça, avec bien sûr deux couches for et multiplication à l'ancienne, on ne peut pas s'attendre d'avoir des performances de ouf. Et justement, on ne les a pas, parce que tout ça, notre système prend presque 1 seconde pour passer de la reconnaissance jusqu'à la fin. Alors, chez Xebia, c'est Quality Without Compromise, c'est Sapient aussi. Et du coup, on veut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, ces double for ne peuvent pas marcher. Et voilà. Et du coup, on va utiliser les frameworks Accelerate. C'est les frameworks dont je vais vous parler tout à l'heure, qui permet d'accéder aux instructions SIMD, du coup les instructions pour les calculs de vecteurs, et avec une syntaxe un peu comme dit le cher Maurice Lévy, imbitable, on arrive à du coup une multiplication entre vecteurs. Ce qui nous permet d'arriver à un résultat qui est 80% plus performant que le résultat d'avant. Mais on ne s'arrête pas là. Et du coup, on va utiliser un shader métal. Alors, les shaders, ceux qui font des jeux vidéo connaissent, et c'est la même chose. En fait, on passe un bloc d'instructions à la GPU pour faire un calcul quelconque. Et dans ce cas-là, ce n'est pas juste pour calculer des ombres ou des effets visuels, mais c'est pour faire tourner un réseau, une couche d'un réseau de neurones. Je vous passe les détails, en tout cas, encore une fois, vous aurez les slides. Et grâce à ça, du coup, en faisant tourner cette multiplication sur la GPU, on arrive à 130 millisecondes. Alors la différence entre Accelerate et la GPU n'est pas énorme, mais en proportion, c'est quand même les 30% plus performant. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que 130 millisecondes, c'est la performance, c'est le temps de calcul de tout le système, du coup, pour passer de l'image d'input jusqu'à presque à la partie visuelle. Notre réseau custom, du coup FaceNet, ne prend que 46 millisecondes d'exécution, ce qui est quand même assez intéressant. J'ai testé avec le téléphone, du coup ça c'est sur mon téléphone qui est un iPhone de l'année dernière, et sur un iPhone des toutes dernières générations, j'ai testé avec un collègue, merci Julien, et on arrive à la moitié de ça. Du coup c'est avec un téléphone de dernière génération de cette année, on arrive à 2 fois la performance qu'on a sur un téléphone de l'année dernière. Et c'est assez fou. Et en faisant ça, la dernière étape qui nous intéresse, c'est la taille du modèle. Si vous avez vu, il y avait un slide dans lequel je vais vous montrer que la taille du modèle était de 91 mégas. Mais c'est pourquoi ça? Parce que l'information de ce réseau est stockée dans des poids, comme disait justement Pierre. Et les poids, c'est quoi? C'est des valeurs numériques, c'est des valeurs flottantes. Et bien sûr, un float 32 est 2 fois plus précis qu'un float 16. Du coup, on a plus de précision, mais ça prend aussi 2 fois la place. Et du coup, avec un float 32, avec tous nos poids en float 32, on a un modèle qui fait 91 mégas. Mais si on veut forcer la précision en float 16, on arrive à quoi? On arrive à exactement la moitié, ou presque, 46 mégas. Du coup, on a gagné 2 fois la taille du modèle. On peut aller plus loin avec la quantification. Quantification, du coup, permet de réduire ultérieurement la précision de ces flottes, et du coup, la précision du modèle, mais aussi la taille. CoreML2 permet de faire ça avec une ligne de code super simple, qui permet aussi de comparer un réseau non quantisé avec un réseau quantisé.
enfin les résultats en tout cas de ces prédictions. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour nous. Du coup, on n'a pas pu avancer sur ce point-là. Par contre, on peut optimiser les modèles avant de la conversion. C'est une étape qu'on pourrait faire par la suite. Et pour finir, alors si vous êtes encore vivant, je vous parle de la partie ARKit. Alors, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, ARKit, réalité augmentée, tout le monde connaît. On a une salle réelle, on ajoute un très joli fauteuil bleu dans un studio dans le 17e. Et voilà, on est tous contents. L'autre bonne nouvelle de la partie réalité augmentée, c'est qu'on a déjà fait ce talk. C'est Julien et moi-même qui l'avons fait l'année dernière à la Xebicon. Du coup, on ne va pas répéter les mêmes choses, déjà parce que ce n'est pas intéressant. Et sinon, du coup, juste les basiques, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher les points des features sur une image. Les points des features, c'est quoi? C'est les points intéressants d'un point de vue tridimensionnel. Du coup, par exemple, les contours d'un élément 3D, du visage par exemple, de Pierre à la Maison Blanche. Et puis, une fois qu'on a identifié ces points dans l'espace tridimensionnel, on colle presque de façon physique un élément 3D qu'on a des synthèses qu'on a généré. Et il faudrait aussi avoir un artiste 3D digne de ce nom, chose qu'on n'a pas actuellement. Enfin, on l'a maintenant. Et c'est fini. Et Pierre, vous voyez, il est très content. Alors, voilà. Du coup, Pierre est super content. Et finalement, on a reconnu Pierre et on n'a pas reconnu Sylvain, ce qui est déjà positif. Oui. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est une comédie, quoi. C'est trop beau. Si on devait faire une version 2.0 de notre travail, on pourrait améliorer le modèle, on pourrait le refaire beaucoup plus petit en travaillant directement sur un modèle quantifié. Ça, ce serait une approche. En réduisant la taille du modèle aussi. Là, on a fait du transfer learning, c'est-à-dire qu'on a pris un réseau de l'état de l'art. On sait que ça donne déjà des bonnes performances, on a rajouté des couches et tout. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est simplement le faire nous-mêmes, from scratch, partir sur un réseau assez petit qui donne des performances suffisantes pour notre utilisation. Là, il fait 90 mégas. Bon, on a réduit à l'origine, il faisait 90 mégas, on a réduit la taille et ça reste quand même conséquent pour une appli qu'on déploierait. On aimerait aussi avoir des performances meilleures de reconnaissance autant que de rapidité. Et on aimerait améliorer le tracking des visages en réalité augmentée. Un autre axe d'amélioration aussi, ce serait d'utiliser une architecture comme le Capsule Network qui a été proposé par Geoffrey Hinton récemment, qui donne des résultats encore meilleurs que les réseaux convolutifs. En conclusion, on est content, ça marche. Il y a un grand point qu'on peut retenir de cette présentation au niveau data, en tout cas, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de beaucoup de données. On a certes eu besoin de beaucoup de données pour entraîner le réseau, pour lui faire comprendre en général ce à quoi ressemble un visage. Cependant, on a vu qu'avec une seule photo de moi, on arrive à me reconnaître, à me traquer dans différents contextes d'éclairage, dans différentes atmosphères. Donc là, la performance qu'on a obtenue avec ce logiciel est plus qu'acceptable. Et par contre, la taille du modèle est toujours un peu problématique pour certains usages. Aussi, aujourd'hui, c'est assez difficile de développer ça. Pour pouvoir développer et comprendre ce qui se passe au niveau d'un réseau de neurones, il y a besoin encore de compétences de data scientist, enfin, pour pouvoir l'intégrer en tout cas dans un projet, parce qu'on a besoin parfois d'enlever certaines couches, de faire du travail à la main, et interpréter ce qui se passe, ça a besoin de plusieurs types de compétences. Pour les personnes intéressées, pour aller plus loin, on a le GitHub du projet, donc le GitHub de FaceNet en tout cas. Après, quelques ressources sur MLCore si vous voulez creuser dans cette direction. Et voici la référence du papier scientifique sur FaceNet. Voilà. On vous remercie, on espère que vous avez apprécié ce talk.
Vous pouvez, avant d'être libéré, peut-être nous poser quelques questions, Ouais. si vous le souhaitez. Merci. Merci. Alors moi, je ne connais pas grand-chose. J'ai juste une question. La taille du modèle que vous avez dû réduire par 2, c'est ça? Ça avait quel impact? C'était sur des perfs en temps réel? C'est pour ça que vous avez dû le réduire ou pas? En fait, pourquoi on a réduit? C'est parce que dans une application mobile, on veut éviter d'avoir des gros fichiers qui sont téléchargés quand l'utilisateur installe l'application. Or, il y a des solutions pour pallier ces problèmes. Par exemple, on peut dire que c'est une ressource externe, on peut intégrer ça ensuite. Mais voilà, c'est toujours un peu difficile. Et pour ce qui est des perfs de reconnaissance, le taux de reconnaissance d'une personne, ça n'impacte pas beaucoup. Par contre, il est quand même préférable de l'entraîner avec des nombres de grande précision pour pouvoir, parce que derrière, il y a des descentes de gradient en fait, quand on fait les optimisations. Et là, on veut avoir de la précision. Mais après, une fois qu'il est fait, que les poids du réseau sont appris, on peut tout figer et puis quantiser. Tout à l'heure, tu disais qu'en fait, en sortie de ton réseau, tu avais un vecteur qui permettait de reconnaître un visage. Juste pour ma culture personnelle, c'est combien de points ce vecteur? En combien de points tu reconnais un visage à peu près correctement? Je sais pas, La taille du vecteur, de ce c'est 128 floats. D'accord. Donc avec 128 points, tu arrives à savoir identifier une personne. Ça, c'est fait par tuning. Donc, on apprend le modèle avec différents paramètres, avec différentes tailles qu'on double à chaque fois. Et puis, on prend la taille qui nous convient le mieux, celle qui donne un bon compromis entre les performances du réseau et puis la taille du modèle. On ne va pas prendre trop grand non plus. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir, le cas métier, c'est quoi en fait derrière ça, d'avoir de la reconnaissance faciale dans un téléphone, mis à part mettre au chômage tous les physionomistes des boîtes de nuit? Ok, merci pour la question. La prochaine? Non mais vous voulez aller plus loin après? C'est une première étape? Oui, par exemple. Merci, Pablo. Premier cas, c'est bien sûr reconnaître des personnes sur des photos, reconnaître qu'il y a des proches dans nos photos. Voilà, c'est avoir des applications mobiles qui permettent de garder l'information en local pour tout ce qui est images, de photos et tout ça. Voilà, c'est un cas d'usage assez utilisé dès ce jour. Par exemple, Photobox. La deuxième chose, c'est par exemple pour reconnaître les personnes qui passent, effectivement, pour reconnaître si une personne X ou Y a le droit d'accéder à une pièce plutôt qu'une autre, vérifier si voilà, de la surveillance, par exemple, faite directement sur un téléphone. Du coup, il ne faut pas équiper un système de vidéosurveillance dans une salle, mais il faut juste demander à la personne à l'accueil de scanner visuellement une personne. Il n'y aurait pas de souci, par exemple, de badge passé aux copains. D'accord, merci. Est-ce que je suis bien sorti? Merci. Ma question est complètement liée. Justement, j'avais des questions sur la maturité du business pour ces cas d'utilisation. Est-ce que vous avez été voir des clients avec ces projets-là et est-ce que vous avez réussi à leur proposer des solutions qui pouvaient leur être utiles? Alors c'est une excellente question. En vrai, comment ça marche? Chez Xebia, difficilement on va chercher des clients en disant on sait faire ça. Est-ce que vous avez un cas d'usage? Difficilement on fait ça. Généralement, ce qui nous arrive, c'est que les clients viennent nous parler parce qu'on a publié un article, parce qu'on a fait un talk. Et du coup, alors effectivement, ça nous est déjà arrivé par le passé d'avoir des clients qui étaient intéressés à des types des solutions comme celle-ci. Alors pas dans les particuliers, la reconnaissance, pas dans les spécifiques, la reconnaissance des visages, mais d'autres cas assez similaires. Merci.
Merci. Une question concernant donc l'algorithme d'identification. Donc ça identifie les visages, mais est-ce qu'on peut aussi identifier le mood en fait du visage ou pas? Oui, carrément. Merci. Avec le même genre d'algorithme, on peut identifier ça aussi. Il suffit de le réentraîner un peu différemment. Là, on lui passerait toute une base de données de visage. En face, on ne demanderait pas à voir l'identité de la personne, mais plutôt son mood, justement. Ce serait encore plus simple, en fait. Est-ce que tu sais si c'est possible de faire l'équivalent dans le monde d'Android? Oui. Alors, je n'aime pas trop dire, j'ai un pote qui a fait ça ou j'ai lu sur Google. Par contre, effectivement, les technologies existent. Je sais de projets de certains collègues développeurs mobiles qui ont fait un POC côté iOS et un POC côté Android. L'époque côté iOS, il faut dire, a été plus facile à déployer en production. Ça marchait assez rapidement. Côté Android, ça a marché, juste c'était pas aussi performant pour l'instant. En tout cas, Google est à fond là-dessus. TensorFlow Lite, MLKit font partie de ce type de recherche. Et j'ai aucune crainte que d'ici quelques mois, ça sera aussi performant que ce qu'on a sur CoreML. Bien sûr, CoreML, l'avantage, c'est que Apple maîtrise au 100% les types de ces puces et du coup, il peut optimiser la structure du moteur pour le faire bien fonctionner sur iOS ou macOS. Excusez-moi, juste une dernière question. Oui. Et ça peut identifier des multivisages en fait sur... Oui, ça marche avec un nombre de visages illimité. Par contre, pas forcément le modèle, mais niveau applicatif, une fois qu'on reconnaît plusieurs visages, on peut envoyer en parallèle, en utilisant en parallèle plusieurs visages en passant par le même algorithme de façon parallèle. Oui. Oui, il faut au moins... Alors, je ne sais plus qui j'ai en base, parce que je n'ai pas quand même beaucoup d'Exebian. Alors, il me faudrait... Alors, hop. Très bien. Tous les deux, oui, bien sûr. Alors, c'est la partie R là qui décolle. En fait, c'est... OK. Ah, ça commence à marcher. Oui. J'ai un petit bras. Voilà. Ah, ça reconnaît quand même beaucoup Sylvain pour moi. Voilà. Super, ça revient. Merci Pablo. Pour la prochaine fois. Ouais, t'as raison. Voilà. D'autres questions? Oui. Pardon, j'ai pas entendu. Pourquoi il y a Sylvain qui apparaît? Alors, c'est une bonne question. J'apporte une partie de ma réponse, mais je laisse Pierre compléter. En vrai, Sylvain, c'est un visage qui est, pour une raison ou pour une autre, est un faux positif dans beaucoup de cas. Alors, je ne sais pas pourquoi personnellement, mais c'est vrai que parfois, l'algorithme pense qu'il y a Sylvain quelque part. Alors, Sylvain, peut-être qu'il a des talents de godlike, mais voilà, je laisse compléter. Une partie de l'explication. Alors, évidemment, d'abord, je commence par un truc simple, peut-être. C'est que son vecteur, en gros, le vecteur Sylvain va être très proche du mien dans cet espace. Du coup, quand on reconnaît Pierre, on risque de reconnaître Sylvain. Il y a beaucoup de confusion. Après, pourquoi? Ça, c'est une question plus difficile. Il faudrait aller fouiller dans le réseau de neurones en lui-même pour identifier quelles sont les features, les caractéristiques d'une photo qu'il utilise pour déterminer quel est le visage correspondant. Peut-être que, bon, je connais Sylvain, donc il porte des lunettes, peut-être que je suis un peu barbu et que je lui ressemble dans certains points. À mon avis, ça peut être un facteur de confusion. Une autre raison, c'est aussi que, en fait, du coup, il n'y a pas d'entraînement sur des visages spécifiques, et on part d'une image de référence qu'on a stockée du coup dans une base locale qui est juste une liste de ces vecteurs de 128 float. Et du coup, on prend une image, et peut-être que pour Sylvain, on a pris une image qui n'était pas assez détaillée, ou une image qui n'est pas assez de bonne qualité pour générer notre vecteur de référence.
C'est une explication possible aussi, il faudrait mener l'étude plus loin. Si, carrément. Bien sûr, on peut intégrer des features à la main qui permettent de discriminer une personne d'une autre. Par contre, en général, l'avantage des réseaux de neurones, c'est qu'on rentre des données en vrac et puis on n'a pas besoin de faire trop de travail à la main. Donc toute la partie feature engineering, on en fait un peu moins avec les réseaux de neurones. Là, pour remédier à ça, ce qu'on aurait pu faire, c'est identifier, faire une loss qui serait beaucoup plus, qui sanctionnerait beaucoup plus. Tout à l'heure, on avait ces inégalités. Là, on voulait que la distance entre l'anchor et le positif soit faible. Et on n'a visiblement pas assez forcé la contrainte distance entre le négatif et l'anchor grande. Et donc, on pourrait insister là-dessus, donc laisser l'entraînement plus longtemps, faire une loss plus sévère, c'est-à-dire mettre un coefficient plus élevé. Voilà. C'est des choses à faire. Oui. Oui, et en mode applicatif, oui. En fait, et c'est clair que il y avait plus des cas où l'algorithme me retournait que c'était Pierre, que des cas où l'algorithme renvoyait Sylvain. Du coup, j'aurais pu, de façon applicative, pour le coup, forcer du coup deux reconnaissances consécutives avec la même valeur pour être sûr de la bonne valeur. Je peux faire des choses comme ça. Ouais. Il y a aussi le fait que là, dans notre algo, finalement, comme on a des vecteurs, en fait, on les a entre -1 et 1, tous les vecteurs. D'accord ? Chacune des coordonnées est entre -1 et 1. Et puis, on avait mis le petit alpha pendant l'entraînement. Le petit alpha, ça veut dire qu'on veut avoir au moins telle distance entre deux personnes. Et au bout d'un moment, quand on est entre -1 et 1, donc on est dans un cube, en gros, et peut-être qu'il n'y a plus assez de place pour fabriquer assez de distance entre les personnes. Tout à fait. Un autre élément, c'est que du coup, en fait, c'est une application, voilà, c'est un POC qu'on a réalisé il y a quelques mois. Réaliser ces POC, ça a pris vraiment pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup investi de temps pour améliorer des cas à la marge. On a préféré pas trop investir là-dessus. Juste pour vous donner une ordre d'idée, je pense que c'était fait je pense à un week-end. Le temps de bien comprendre, d'échanger avec les data scientists de mon côté pour comprendre comment bien convertir les modèles. La partie implémentation de l'application est vraiment basique. Et voilà. Du coup, il y a tous ces cas-là à gérer. Super, merci beaucoup.